Bonjour, aujourd'hui je suis avec Guillaume, William et Yann et nous allons parler de jeux indépendants. Bienvenue dans Extra Life. Alors déjà on va commencer de pouvoir vous présenter un petit peu. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur informatique généraliste, on va dire. Ouais. Et après, à la fin de mes études, j'ai eu la chance d'entrer à Ubisoft directement en contrat, quoi. T'as bossé combien de temps pour Ubisoft ? Donc Ubisoft Montpellier pendant 18 mois. Ouais. Donc là où j'ai rencontré William. William, donc t'as bossé également chez Ubisoft. Donc lui, c'était un vieux de la vieille d'Ubisoft, on va dire, parce qu'il venait d'Ubisoft Paris, Barcelone, enfin moi c'était moi. Je suis rentré à Ubisoft Montpellier directement. D'accord. Donc on s'est rencontrés là-bas, j'ai fait mes 18 mois de contrat, et après, quand je suis parti d'Ubisoft, on a décidé avec William de fonder Swing Swing Submarine, ce que serait Swing Swing Submarine plus tard. On en parlera un peu plus tard. William, est-ce que tu peux nous dire, donc du coup, t'as pas mal roulé ta bosse dans le milieu ? Oui, oui. Non, mais après Super Info Game, donc c'était il y a quelques années. D'abord, je suis passé un petit peu en stage à Lexus Numérique sur une Memoriam 2. Après, rapidement. Et ensuite, je suis allé en stage à Ubisoft. Ça m'a bien plu. Là, c'était du côté plutôt éditorial. Donc Ubisoft, t'as bossé dans plusieurs studios, donc à Barcelone. C'est ça, à plusieurs endroits. D'abord à l'éditorial, à Paris. Et après, moi, je voulais vraiment faire du développement. Donc, je suis parti à Barcelone. Et ensuite, Barcelone, ça a été un peu un tremplin pour aller à Ubisoft Montpellier. C'est là où je voulais aller au début. Et voilà. Et toi, Yann ? Et moi, alors, je suis designer sonore, compositeur. Je sors de l'Engmin. Et puis j'ai surtout bossé sur, pour l'instant, des choses indépendantes. Peut-être une chose qui a circulé, c'est que j'avais bossé avec un développeur suédois qui s'appelle Niflas, qui fait des choses comme Knit, des choses comme ça. Donc j'ai pas mal bossé avec lui. Et voilà, en ce moment. Je crois qu'il a sorti un jeu là tout récemment qui s'appelle Night Sky, qui est sorti sur PC, qui devrait pas tarder sur le WiiWare, qui est juste excellent. On a fait la critique sur No Life. Il a fini ce jeu il y a plus de 2 ans et à cause de plein de problèmes éditoriaux, le jeu a été repoussé longtemps. Mais il est très très bien. Programmeur, game designer, compositeur et ingénieur son. Donc ensuite, derrière, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Twin Swing, donc la création de cette entité qui est aujourd'hui une quatrième personne qui n'est pas là aujourd'hui. Qui est là. Parlons-en. C'est Géraud. Voilà, Géraud. Qui est notre graphiste qui nous aide sur les graphismes donc pour ce nouveau jeu dont on va parler aujourd'hui. Donc qui est pas là, qui est étudiant, qui travaille, qui travaille. Donc du coup c'est marrant parce que là, vous êtes tous les trois ensemble, donc il y a une quatrième personne qui n'est pas là, mais en fait vous bossez tous à des endroits différents. Donc sauf vous deux qui êtes... Moi je suis dans son salon et... Voilà. Donc vous êtes... En gros il y a Swing Swing Submarine, la société on va dire, qu'on a fondée donc avec Guillaume. Et après il y a Swing Swing Submarine, le groupe, avec donc Yann qui est rattaché à nos projets. Donc géographiquement vous êtes où en fait exactement tous un petit peu ? Alors Guillaume et moi on est à Montpellier. Yann. De Lyon. Et Géraud est à Angoulême. D'accord. À l'Engmin. Et donc vous arrivez quand même à travailler sur des projets en commun comme ça, avec la distance, sans que ça pose trop de problèmes. Ça va. Ça va. Peut-être pour vous deux ce serait plus dur si vous n'étiez pas au même endroit. Lui fait le design, moi je fais la programmation, donc des fois il y a des trucs à revoir, on fait des itérations rapides, on teste souvent. Et donc il y a des échanges immédiats qui sont nécessaires. Il y a des itérations rapides entre nous deux. Après le son et le graphisme, ça peut s'intégrer plus tard si on veut. Mais si un élément de gameplay marche pas, il vaut mieux le virer tout de suite, le reprogrammer tout de suite, l'avoir en direct live. Sachant qu'en graphisme, ce que fait Géraud, c'est des illustrations supplémentaires qui ne sont pas vraiment directement liées au gameplay, on va dire. Donc tout ce qui est in-game, c'est nous qui le faisons à Montpellier. Par contre, le travail de Géraud, qui est très important parce qu'il rajoute toutes les belles choses que nous on ne sait pas faire. Ça peut être fait à l'extérieur. D'accord. Donc c'est ce qu'on fait avec lui. Alors Swing Swing, comment ça a démarré exactement ? Pourquoi vous avez choisi ce nom ? Pourquoi le logo en sous-marin ? Racontez un petit peu. Swing Swing Submarine, c'est assez rapide en fait comme explication. C'est juste que Guillaume et moi avions l'idée de créer une boîte et
c'est un peu comme à chaque fois qu'on commence un projet, la grosse idée c'est trouvons un logo, trouvons un nom, alors que c'est pas ça qui va faire le projet forcément. Mais bon, on était focalisé là-dessus et on cherchait, on trouvait pas. Je ne me souviens plus exactement d'ailleurs mais à mon avis il devait y avoir des choses passablement des gens qui me disaient vous faites une boîte, vous faites Swing Swing Submarine, parce que c'était le nom en fait du blog de William qui s'appelait Swing Swing Submarine. Okay. Et du coup, tout le monde s'était dit, ils font une boîte, ça s'appelle Swing Swing Submarine. Donc on a dit, bon, on va pas aller chercher. Vous avez été en fait poussé un petit peu par une espèce de logique communautaire. Sous la pression du public. Swing Swing Submarine, c'est ça. Alors, en créant cette boîte, est-ce que vous aviez déjà en fait un projet de jeu en tête? Est-ce que vous êtes lancé un petit peu, on crée la boîte et ensuite on voit pour les jeux, vous aviez déjà un jeu en tête? On n'a pas créé la boîte tout de suite, on a d'abord travaillé ensemble pendant presque un an. D'accord. Donc sur Seasons, Afterfall entre autres. Ouais. Plus des petits projets flash, type Tuparta Tross et The Ken Wicked. Donc pour apprendre à travailler ensemble, tout simplement, pour savoir si ça collait entre nous, parce qu'on travaillait dans la même équipe à Ubisoft, mais moi j'étais pas son programmeur à lui attitré, quoi. Ouais. Et du coup, pour voir si ça peut marcher entre nous déjà, on travaille ensemble dans une structure pas légale, en tant que chômeur, quoi. Et donc du coup ça colle plutôt bien. Donc en août dernier, on crée la société. D'accord. Donc ça remonte à relativement peu de temps. Voilà, de rien. C'est fin d'année dernière, août ça, 2010. On a commencé à travailler ensemble en août 2009 et en août 2010, on a fait la société. Ok. Et donc là, aujourd'hui, vous travaillez en fait sur deux projets. Donc un projet sur XNA qui s'appelle Blocks That Matter et un autre projet qui arrivera plus tard sur XBLA qui s'appelle Seasons. Mais genre auparavant, donc vous avez déjà sorti des productions Flash, il me semble, donc accessibles et jouables aujourd'hui sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, genre 2 mots sur ce que vous avez déjà fait, qui est déjà accessible et jouable pour les spectateurs? Donc ce que les gens peuvent jouer aujourd'hui, qui vient de Swing Swing, c'est Tuparta Tross. C'est le tout premier jeu qu'on a fait. On était déjà venu en parler un petit peu sur nos lives. Donc c'est un jeu Flash qui mélange les gameplays de Mario et Tetris. Voilà, c'était vraiment une expérience pour voir déjà comment faire un jeu en Flash et pour essayer de mélanger des genres. Voilà. Et puis il y a Greek and Wicked, qui est encore un mélange, décidément ça va nous poursuivre, entre God of War et les Game & Watch. C'est un Game & Watch God of War, voilà, où on rejoue l'hydre du premier épisode, avec même un QTE à la fin. Voilà. Ok. Et donc après on a fait quelques petits jeux avec la Global Game Jam et d'autres personnes. Oui. Donc ça c'est aussi accessible sur notre site internet, Swing Swing Submarine. Très bien. Donc alors déjà, mon petite question, on va parler maintenant de Blocks That Matter, qui est également en fait un jeu qui mélange différents genres. Alors pourquoi cette volonté justement de prendre deux genres a priori distincts et pas susceptibles de se marier pour offrir un titre intéressant et novateur? Pourquoi? Ça vient d'où? Est-ce que c'est le background derrière de jeux qui vous ont marqué? En fait, il y a beaucoup de gens qui voulaient une suite à Tuparta Tross. Ouais. Nous, on n'était pas trop partants pour Tuparta Tross 2 bête et méchant, quoi, en fait. Du coup, on s'est dit, nous, on aime bien les puzzle games, de toute façon, ça c'est sûr. Et on s'est dit, trouvons des trucs qui nous permettent de faire notre propre jeu. Donc, on a eu des influences donc, sur Minecraft qui explose en ce moment. Enfin, ça fait un moment que William y joue, mais donc ça nous trottait dans la tête. Donc ça a trotté pendant presque un an, puisque Tuparta Tross est sorti il y a 1 an et demi bientôt. Et du coup, on s'est dit, faisons quelque chose avec rendons hommage au jeu à bloc, enfin au jeu qui mettent en scène en jeu des blocs. Voilà. Donc, on voit des images en ce moment. Et donc, est-ce que vous pouvez pitcher un petit peu en fait l'idée du jeu? Donc, on fait quoi exactement dans le jeu? Donc, ce qu'on fait, on joue à un petit robot qui a été créé par 2 personnes qui s'appellent Alexei et Marcus, qui sont un peu des ersatz de Alexei Pajitnov et de Marcus Persson, en version plus jeune, on va dire. Voilà, qui sont donc eux, ce sont des créateurs indépendants qui ont eu du succès. Pas comme nous pour l'instant. Enfin si, quoique, avec Tuparta Tross, on n'est pas à plaindre non plus. Mais voilà, qui ont décidé de créer un jeu ensemble et qui en fait vont se faire voler leurs travaux par un grand méchant.
Et donc ce petit robot a la capacité de détruire des blocs pour les recycler en pièces de Tetris. Donc c'est des blocs de bois, de pierre, de sable, un peu à la façon Minecraft. Qui ont toutes leurs capacités spéciales, c'est-à-dire que le bois va prendre feu en présence de lave, la pierre non, le sable va tomber par exemple si on le pose. Et à partir de ce moment-là, avec ce mélange de blocs de matière et de recyclage de blocs en pièces de Tetris, il y a plein de choses à faire, en plus avec la plateforme, puisque le robot se joue comme un jeu de plateforme, donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Alors c'est un titre qui est développé sur Xena. Alors comment ça se passe exactement? Est-ce que vous avez dû acheter un kit? Quels sont les contacts exactement avec Microsoft? Ça se passe comment en fait? Donc, en fait, Xena c'est vraiment très simple. Hein. C'est vraiment à portée de tout le monde, on va dire. C'est un peu le penchant App Store de l'iPhone, quoi. Ouais. Donc en gros, on paye une licence qui est $90 l'année, je crois. D'accord. Donc ça permet de transformer en gros une console retail, une console du commerce. En console d'e-bug. En console développeur. Voilà, une console de test, on va dire. Ok. Et donc du coup, on peut envoyer notre code à la console et tester directement sur la console. Donc du coup, vous développez le jeu sur PC et ensuite vous le testez directement sur une Xbox normale, quoi. En sachant que la seule contrainte de Xena, c'est qu'il faut utiliser le framework Xena qui est écrit en C#. C'est un langage spécifique, qui n'est pas du C++. Dans l'industrie, c'est plutôt du C++ qu'on trouve pour faire des jeux. Donc du coup, tu as dû réapprendre un langage de programmation spécifique pour travailler sur Xena. Tous les langages se ressemblent un peu, il y a un peu une base commune, on va dire, comme les langages qu'on connaît pour communiquer, quoi. Mais oui, il y a ses spécificités, la mémoire n'est pas gérée pareil, il y a des choses comme ça, il faut faire attention à certains trucs. En fonction des langages. Ok. Et ensuite, avec Microsoft, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une étape de validation du jeu? Est-ce que vous avez un suivi ou quelqu'un vous donne des conseils, vous oriente? Encore une fois, c'est assez libre en fait. Quand on paye cette licence-là à l'année, on a accès à un site internet qui en fait regroupe tous les gens qui ont la même licence que ça. Ouais. Et donc du coup, si on veut faire tester notre jeu, par exemple si on n'a pas de playtester à nos côtés, on peut envoyer une version et les gens qui ont la licence peuvent le télécharger sur la Xbox. Du coup, c'est pas Microsoft spécifiquement, c'est vraiment les gens de la communauté. C'est les gens qui travaillent sur Xena. C'est pour ça qu'Xena, c'est quand même, niveau contrainte, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal pour développer sur une console, on va dire. Et donc, ça fait combien de temps là que vous travaillez dessus, exactement, sur ce jeu? Et quelle est la date que vous fixez pour le lancer et le rendre disponible? On a commencé mi-janvier. Voilà, et il sera normalement disponible le grand maximum mi-avril sur Xbox Live Indie Game, la chaîne indie du Xbox Live, et un peu plus tard sur PC, Mac et Linux. D'accord. Et du coup, tu as travaillé sur le son de ce jeu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait et comment tu as géré ton travail avec William et Guillaume? J'ai joué au jeu déjà. On a envoyé une version du jeu pour que on n'aime pas trop dire à un artiste fais-nous plutôt. Ah d'accord, pas d'indication donc du coup vous avez simplement envoyé le prototype et ensuite en fonction de ton feeling c'est toi qui rajoutais les sons. Qui s'approprier un peu l'univers sonore. C'est la moindre des choses, quoi, je pense. Non mais c'est vrai que comparé à beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, vous me laissez un peu faire ce que je veux et c'est pas mal. C'est-à-dire qu'une fois, quand j'étais à Super Info Game, j'avais justement travaillé avec Laurent Martin que tu connais, avec qui tu as travaillé aussi, qui était de l'Engmin aussi. Et en fait, on avait tellement sur le projet, j'étais pas tout seul, hein, on avait tellement, on était tellement sûr de ce qu'on voulait que moi j'avais trouvé que c'était un peu trop justement voilà, tu fais ci, tu fais ça, et un peu trop dirigiste, voilà. Et du coup c'est vrai que dès qu'on a commencé à travailler avec Yann sur Seasons ou sur Blocks That Matter, c'est vrai que j'ai dit à Yann, voilà, je sais pas ce qu'on veut, c'est toi qui le sais mieux que nous, donc fais ton truc, quoi. Et du coup, tu travailles de chez toi? Voilà. Et tu travailles sur quel type de logiciel? Comment ça se passe techniquement sans rentrer trop dans le ça dépend des jeux. Pour celui-là, c'est assez simple. Hein. C'est juste un séquenceur, c'est de la musique assez qui tourne un peu même cheap music par moment. Et puis on travaille avec c'est Exact qui fait le moteur. C'est un gros truc, un gros logiciel où on met tous nos fichiers, il met ses fichiers Wave, donc des fichiers purs. D'accord. Qu'après on voit plus tard pour la conversion qu'on choisit, mais
Voilà, puis il y a un petit peu un côté un petit peu interactif dans la musique, c'est un peu multipiste ça. D'accord, ok. Donc Ça il y a joue un petit l'évolution de peu la là-dessus. musique dans le niveau, en fonction Voilà, des c'est actions des léger, joueurs. mais il y a des choses comme ça qui se passent. Ok. Et donc du coup, pour tout ce qui est graphisme du jeu, est-ce que vous procédez un petit peu de la même façon? Est-ce que vous envoyez le prototype et ensuite le graphiste est libre de créer genre l'habillage qu'il souhaite, ou vous êtes pour le coup un peu plus directif là-dessus? Alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les graphismes in-game, c'est vraiment nous qui les faisons. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, voilà, on ne demande pas à Géraud de créer des animations pour le jeu, c'est vraiment nous qui le faisons. Grâce à nos 1 an et demi d'expérience, ça fait un peu progressé, donc ça va mieux qu'avant. Et par contre, ce qu'on a travaillé avec Géraud, c'est beaucoup le chara design d'Alexei, de Marcus, du petit robot, parce que bon voilà, le robot que j'ai fait est juste gris et pas extraordinaire, il n'est pas bien animé. Un peu comme on avait fait sur Seasons, on avait fait dessiner, on avait fait faire des croquis à un graphiste, avec Gaël. Là avec Géraud, voilà, j'ai dit on a un robot, est-ce que tu peux le rendre mieux en fait? Parce qu'à partir d'un dessin, nous on peut faire d'autres dessins, on va dire intermédiaires, un peu comme dans le cinéma d'animation. À partir d'un dessin fixe, voilà, on peut recréer quand même des animations qui ressemblent à ce dessin. Voilà, donc là c'est ce qui nous apporte Géraud, il nous apporte l'œil quoi, tout simplement. Voilà, quelque chose de joli, quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà. Qui soit séduisant. Voilà, qui soit séduisant. Puis il fait des illustrations pour les cutscenes. Donc là, on a parlé un peu de la narration. Alors ça va pas être trop embêtant, je pense, la narration dans le jeu, mais ça va être quand même. Voilà, on aime bien raconter des histoires aussi. Et puis tout ce qui est buste pour les dialogues, tout ce qui est couverture aussi, parce que couverture du jeu. La jaquette, puisqu'il y a des jaquettes sur les Xena que tu peux voir. C'est ça. Et puis des concept art additionnels, quoi. Enfin, vraiment tout ce qui nous permettra de communiquer mieux. Au-delà du in-game, quoi. Ok. Donc du coup, Blocks That Matter, on parlait sur No Life à sa sortie, qui devrait là plus tarder beaucoup. Vous avez un autre projet en cours, donc que vous avez en tête depuis longtemps maintenant, qui s'appelle Seasons, qui est cette fois-ci un jeu XBLA. Donc du coup, quelle est la différence en gros entre le XNA et le XBLA? Je crois que on a l'impression que c'est un petit peu les blockbusters de la scène indé. C'est le grand écart. Déjà, comme on disait tout à l'heure, sur XNA, il n'y a pas vraiment de contraintes, c'est la communauté qui gère un peu tous les vérifications, est-ce que le jeu semble correct ou pas, s'il tourne ou pas. Dès qu'on touche au XBLA, c'est différent parce qu'il y a des choses qu'on appelle des TRC. Donc c'est des Technical Requirement Checklist. D'accord. Donc c'est une liste de points divers et variés. Ça va to-do list, les trucs que vous devez faire, respecter. Par exemple, l'écran de chargement ne doit pas être fixe, il doit y avoir un petit truc qui tourne quelque part pour qu'on comprenne bien. Les sauvegardes, elles ne doivent pas planter si on arrache la sauvegarde quand c'est en train de sauvegarder. Des choses comme ça. Il y a tout plein de choses comme ça. Alors autant le XNA, c'est un jeu que vous pouvez développer sur un temps réduit, qui ne coûte pas trop d'argent en fait. Par contre le XBLA tout de suite, c'est du budget. C'est un budget parce que déjà il faut avoir un kit de développement là. Une console spéciale. Est-ce que vous l'avez? Donc nous pour l'instant on n'a pas, donc pour en obtenir une, soit on peut en acheter une. Donc ça coûte je sais pas, ils sont frileux sur les prix quand on trouve des prix sur internet, mais c'est relativement cher. Il y a plus ou moins des marchés noirs là-dessus aussi, en plus de studios qui coulent, qui vendent des kits ou des choses comme ça. D'accord. Mais si on veut être légal, il faut plutôt aller voir vers un éditeur ou demander directement à Microsoft. Donc après, sur XBLA, ils sont un peu frileux, Microsoft, quand on vient tout seul sans éditeur. Donc il y a très peu de jeux qui sont auto-édités, on va dire. Donc du coup, vous êtes obligé de démarcher les éditeurs avec votre projet. Donc voilà, c'est plutôt une démarche pour pouvoir atteindre cette plateforme, être édité pour que l'éditeur se porte garant quelque part de la bonne gestation du jeu. D'accord. Et il y a aussi des aides possibles avec le CNC? Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec Seasons After Fall, c'est d'avoir des subventions du CNC. Donc un organisme budget qui vous permettra justement de faire avancer le projet et peut-être derrière, en deuxième étape, trouver un éditeur. Des gens qui aident au développement du jeu vidéo. À la création. Et beaucoup de projets qui ont pouvoir rémunérer aussi Yann et Géraud s'ils travaillent avec nous sur Seasons. Parce qu'aujourd'hui ils sont bien sympas. C'est vrai qu'en même temps on n'a pas d'argent pour nous, donc c'est vrai qu'on n'a pas d'argent pour eux. Mais voilà, si on a de l'argent pour faire Seasons, c'est à ça que ça sert. Ça sert à rémunérer Géraud, à rémunérer Yann et à nous donner le temps
c'est-à-dire le temps de miam pour manger tous les jours, pour faire le jeu. Donc du coup, on va terminer sur Seasons. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un petit peu l'idée derrière le jeu, rapidement? Ouais, donc il y a un premier trailer qui est sorti, qui est déjà visible sur Internet. Donc le jeu, on joue un renard qui va absorber une espèce de matière bizarre et va obtenir la capacité de changer les saisons. Donc l'intérêt du jeu, c'est qu'on peut changer les saisons à tout moment et à tout endroit du jeu. Il y a déjà eu des jeux en fait sur les saisons. Il y a eu Lost Twins par exemple, le deuxième. Il y a eu Zelda Oracle of Seasons, bien sûr. Et à chaque fois, c'est normal, c'est une contrainte aussi un peu technique et gameplay que ce soit à des endroits fixes seulement, où on change les saisons. Parce que sinon, ça veut dire créer tous les éléments dans 4 versions. Enfin, c'est un peu compliqué. Et créer les transitions aussi. Bon, eh bien, nous, on est fous, donc on va le faire. Et on va essayer de le faire. Et voilà, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut changer de saison. En fait, ça va servir... donc, c'est aussi un puzzle platformer. Donc c'est-à-dire que ça va servir au renard à surmonter des obstacles. Donc par exemple, faire tomber de la neige pour faire plier un arbre et ensuite pouvoir monter sur cet arbre et accéder à des plateformes plus élevées. Ou alors geler un cours d'eau pour pouvoir marcher dessus. Ou un geyser pour carrément faire des escaliers avec le geyser. Et plein d'autres choses comme planter des graines, mettre du soleil pour que ça pousse et que ça fasse un arbre. Avec peut-être des bribes d'écosystèmes comme des insectes qui seraient attirés par cet arbre. Enfin voilà, en fait, les possibilités là aussi sont assez énormes, donc très ambitieux. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé un petit peu avec nous vos expériences dans le développement en tant qu'indé. On vous souhaite beaucoup de courage. Déjà, on a hâte de pouvoir jouer à Blocks That Matter. Et ensuite, bon courage pour Seasons. Nous, on se retrouve dans une petite semaine dans un prochain Extra Life. À très bientôt.